active les 10 dernières années en compagnie de Frédéric. Et puis en votre compagnie, vous pouvez interagir et puis monter, même prendre la parole. On attend un petit peu, Frédéric. Je vais essayer de Ouais, envoyer ouais, des avec plaisir. invitations aux copains. Avec plaisir. On n'est pas pressé. Moi, je suis prêt. Tu peux te présenter si tu veux, en fait. Ouais, avec Si tu plaisir. souhaites te Donc, présenter. déjà, un grand merci à toi. Et puis, c'est toujours un plaisir de te retrouver avec, avec ton audience. J'ai beaucoup apprécié à la fois ton érudition et puis ta personnalité. Donc, on se connaît pas depuis longtemps, mais ça me fait plaisir d'être là avec vous. D'autant que je suis à l'étranger et j'ai été agréablement surpris de voir le nombre de personnes qui avaient des bonnes références concernant Q, concernant la situation aux États-Unis et le contexte géopolitique général. Donc, pour me présenter en quelques phrases, hein, parce que le sujet c'est pas moi, c'est la situation générale actuelle. Donc, je suis né en 1970, j'ai servi de 1989, donc de mes 18 ans jusqu'en 2015 dans la Marine nationale, où j'ai eu la chance d'alterner des postes à la fois dans les forces spéciales et puis au ministère des Affaires étrangères, en Europe, c'est-à-dire à Bruxelles, à l'Union européenne, pendant 3 ans, ou en Jordanie, à l'ambassade de France, pendant 3 ans également. Donc, période 2004-2010. Après, je suis revenu dans les forces spéciales, à ma demande, suite aux opérations en Afghanistan. Je voulais partir en Afghanistan pour être avec mes copains. Et donc j'ai servi en Afghanistan en 2011, en Libye 2011, au Sahel. Après j'ai fait 3 opérations de 4 mois au Sahel pour traquer les chefs djihadistes, que ce soit au Mali, au Niger et en Mauritanie. Voilà. Donc j'ai quitté en fait les forces spéciales donc en 2015 et là j'ai quitté la France. Je dirige une société à l'étranger et je suis passionné de géopolitique. J'ai de la famille aux États-Unis et j'ai travaillé à plusieurs reprises à différents niveaux avec les forces spéciales américaines, notamment la Delta Force en 2014, avec les forces américaines en Afghanistan, où j'ai mené des opérations dans l'est de l'Afghanistan sur le terrain, à la période la plus dure, puisque 2011 c'est l'année où l'armée française a perdu 26 hommes, donc ça sous-entend 3 fois plus de blessés, avec des blessés parfois très durement touchés. Donc un de mes points de départ au niveau de ma réflexion géopolitique, c'est justement fatalement le 11 septembre, puisque ça a provoqué l'engagement des forces françaises en Afghanistan. Donc très tôt, j'ai commencé à m'interroger, à me poser des questions, comme beaucoup. Et ça m'a amené à lire beaucoup, à avoir beaucoup d'entretiens avec des collègues, que ce soit français ou étrangers. En ayant la chance en plus de parler anglais, donc ça me donne accès à toute une production qui n'est pas disponible en France via Rumble, puisque vous savez que Rumble est censuré. Et ça m'a permis comme ça d'avoir à la fois des connaissances académiques en lisant par exemple les livres de Peter Dale Scott, et puis en ayant ma propre expérience terrain et politique, géopolitique, puisque j'étais par exemple malheureusement engagé dans les opérations de renversement de Kadhafi. Donc j'ai vu tout de suite l'impact géopolitique que ça a eu, très négatif sur l'Afrique de l'Ouest et très négatif sur globalement la zone européenne, sans parler du pays lui-même qui a été dévasté malheureusement par ces opérations successives. Donc alors, moi j'ai proposé à Corbeau, comme j'avais beaucoup apprécié de participer aux 2 lives précédents, d'avoir un peu un sujet au cœur de cette soirée. Je lui ai proposé de parcourir avec vous une chronologie qui va nous permettre de bien comprendre à la fois la phase actuelle dans laquelle nous sommes, en comprenant les dynamiques et les forces en présence depuis 10 ans, mais vous allez voir, ça va remonter un peu plus loin dans le temps pour nous permettre de bien comprendre certains paramètres qui sont assez méconnus en France.
Et puis, une fois qu'on aura bien compris ces phases successives, et donc bien intégré les différents paramètres de la phase actuelle, on ne s'empêchera pas de faire un peu de prospective, c'est-à-dire de se dire, voilà, on vient de là, qu'est-ce qui nous attend dans les 2 mois qui viennent? Je parle de 2 mois puisque, comme vous savez, l'élection de Trump est prévue le 5 novembre. Donc c'est un peu la deadline fixée que tout le monde a bien intégrée. Donc pour débuter en introduction, je vais sortir un peu du cadre fixé, chronologique, c'est-à-dire la période 2014-2024. Et on va revenir en fait dans l'histoire américaine, c'est-à-dire le 14 juin 1775, qui marque en fait la création de l'armée américaine. C'est une date importante puisqu'il faut intégrer le fait qu'aux États-Unis, vous avez 2 chaînes complètement distinctes et séparées de commandement. C'est-à-dire que vous avez le président des États-Unis dans sa fonction civile et vous avez la fonction de commandant en chef des armées américaines. C'est-à-dire que la date de création de la première branche militaire américaine, donc l'US Army, le 14 juin 1775, précède, comme vous le savez, la déclaration d'indépendance des États-Unis qui a lieu le 4 juillet 1776. Concrètement, ça veut dire que les lois militaires américaines sont antérieures à la fois à la déclaration d'indépendance et même à la Constitution américaine qui va être validée 12 ans après la création de la première branche armée américaine dans sa guerre qu'elle va mener contre la couronne britannique. Ça, c'est important puisqu'aujourd'hui, on a un cadre juridique qui permet à l'armée américaine, si elle estime que la nation américaine est menacée, d'intervenir et de prendre le commandement sans en avoir à en référer au Congrès ou aux différentes branches de l'exécutif civil américaine. Donc ça, c'est très important, puisque vous allez voir que tout à l'heure que la fonction de commandant en chef des armées américaines est actuellement occupée par Donald Trump en application d'un cadre juridique très strict que je vais définir tout à l'heure. Donc je vous invite en fait à prendre des notes, pas par prétention, mais parce que quand je vais vous donner des références, c'est important pour chacun d'aller vérifier ce que je dis, pour pas que et d'approfondir les sujets. Si vous avez la chance de parler un peu anglais, sinon vous passez par Google pour traduire. Mais dès lors, je vais vous donner des références. Moi, je vous invite à aller vérifier. Ça vous permettra en plus de construire des argumentaires quand vous aurez à discuter éventuellement avec d'autres personnes qui vont vous regarder avec des gros yeux en vous disant ce que tu racontes, c'est des conneries. Moi, comme ça m'est arrivé il y a 2 ans, je discutais avec un copain ici en Afrique. Et je lui ai exposé un peu les sujets que je suivais et je lui disais, voilà, aujourd'hui, on a les forces américaines qui sont au pouvoir. Il m'a regardé comme ça en me disant, bah Fred, tu vas beaucoup trop loin, j'ai du mal à te croire et tout ça. Et 2 mois après, il me rappelle, il était au Cameroun et il me dit, Fred, putain, j'ai croisé des militaires américains de l'ambassade américaine. Je leur ai exposé un peu les grandes lignes de ce que tu m'avais dit. Et ils m'ont fait cette réponse, voilà, on ne peut pas te dire s'il a raison ou s'il a tort, parce que ce serait rompre le secret militaire, mais on peut te dire que la personne qui t'a présenté ces faits est bien renseignée, un bon niveau de renseignement. Donc, j'ai parlé de la première date, donc de la guerre d'indépendance contre la couronne britannique, avec le fait que les lois militaires américaines sont antérieures aux lois civiles. Ça va avoir son importance, vous allez le comprendre. La deuxième période qui est importante, c'est la guerre de Corée. Donc 1950-1953. Durant cette période, en fait, vous avez le président Truman, président des États-Unis à ce moment-là, qui va demander à son administration de commencer à travailler sur ce qu'on appelle des plans de continuité du gouvernement. Donc Continuity of Government en anglais, COG, qui doivent permettre aux États-Unis de continuer à exister et à travailler si ces centres militaires et civils sont incapacités. Dans ces années-là, donc 50-53, la peur au niveau des États-Unis, c'était des frappes nucléaires russes ou chinoises qui auraient frappé
les grands centres de décision politique ou les bases américaines. Donc en clair, ça voulait dire travailler sur une structure fantôme, un shadow government, qui soit capable de travailler si le gouvernement officiel s'effondre, et l'administration officielle s'effondre. C'est important de l'intégrer puisque ces plans de continuité de gouvernement vont être mis à jour au fil des décennies. Ils vont d'ailleurs être activés le 11 septembre 2001, puisqu'on aura le vice-président Dick Cheney qui sera dans un avion qui va décoller dès le début des attaques et qui sera dans un avion au-dessus de New York durant toute l'attaque pour se mettre à l'abri dans un avion de commandement. Donc, et ça en application justement de ces procédures. Donc là, je vais aborder la période 2014-2024. Alors, j'ai proposé à Corbeau 2014. Pourquoi? Parce qu'en fait, en janvier 2014, vous avez un événement majeur qui est inconnu de la plupart des gens. C'est l'arrivée à la tête de la NSA, donc, qui est la National Security Agency, qui est une agence de renseignement militaire essentiellement focalisée sur le renseignement militaire d'origine électronique. Donc en clair, c'est cette agence-là qui est capable, sur une période de 15 ans, d'intercepter l'ensemble des communications téléphoniques de par le monde, l'ensemble des SMS, tout ce qui est signaux électromagnétiques, et de stocker ça, ce qui nous ramène à ce que Trump répète fréquemment. Il dit « on a tout collecté sur vous ». Et quand il dit ça, il fait allusion justement à cette agence, la NSA, qui a été en plus renforcée par la création de la Space Force quelques années plus tard, en 2018, de mémoire. Donc en janvier 2014, l'amiral Rogers, Michael Rogers, prend le commandement de la NSA. Alors ça, c'est très important puisque Michael Rogers est quelqu'un qui est en fait opposé au président Obama. Il va le démontrer par la suite. C'est un patriote américain authentique qui n'est pas corrompu et qui est très rigoureux dans son approche, dans son travail. Et ses services, quelques mois plus tard, vont intercepter un plan signé du Parti communiste chinois qui visait à prendre le contrôle des États-Unis sur une période de 16 ans. Alors pourquoi 16 ans? Ça correspondait en fait à 2 présidences Obama auxquelles devaient succéder 2 présidences Hillary Clinton. Une fois que la NSA a intercepté ce plan, vous avez la haute hiérarchie militaire qui a commencé à se concerter, haute hiérarchie militaire américaine, avec l'amiral Rogers, avec le général Flynn, avec d'autres généraux, et qui ont envisagé de réaliser un coup d'État contre Obama, puisque selon eux, et factuellement, Barack Hussein Obama était coupable de haute trahison et d'intelligence avec l'ennemi. À ce moment-là, les généraux, là on est début 2015, les généraux rencontrent Donald Trump, et Trump leur dit, voilà, vous n'allez pas réaliser de coup d'État parce que en réalisant un coup d'État, on va se retrouver face à un risque majeur de guerre civile et le risque de revivre en fait la guerre civile américaine qui s'était déroulée, comme vous le savez, de 1861 à 1865, qui a été une guerre très meurtrière, qui a beaucoup frappé l'histoire américaine et dont on a encore des répercussions aujourd'hui dans la société américaine, avec des clivages très profonds qui ne sont pas encore résolus, notamment entre les États du Sud et les États du Nord des États-Unis. Donc Trump leur dit, voilà, vous n'avez pas réalisé de coup d'État, puisque moi je vous propose de reprendre le contrôle du pays en me présentant à l'élection présidentielle qui est prévue donc en novembre 2016. À partir de là, Trump va devenir le candidat officiel et officieux de l'armée. Alors, il y a une date qui est très intéressante à noter, c'est le 12 juin 2015. C'est la mise en ligne de ce qu'on appelle le Law of War Manual, donc le manuel de guerre de l'armée américaine, qui est mis en ligne, qui est consultable aujourd'hui sur Internet, hein, vous l'avez. Donc le 12 juin 2015, mise en ligne du Law of War Manual. Le timing est très intéressant puisque cette mise en ligne
précède de 4 jours l'annonce officielle de la candidature de Donald Trump à la présidence de 2016. Et ce Law of War Manual va en fait fournir le cadre de la reprise en main de la société du pays, des États-Unis, par l'armée américaine, avec un cadre des procédures, un cadre légal, des procédures d'emploi et toute une série de règlements à appliquer dans le cadre de ce qu'on peut appeler une reconquête du territoire national. Il faut bien avoir à l'esprit qu'en 2016-2017, quand Trump arrive aux États-Unis, vous avez par exemple, de mémoire, vous avez 240 000 étudiants chinois, donc sachant qu'un étudiant chinois ne peut être envoyé aux États-Unis qu'après validation du Parti communiste chinois. Donc en fait, en clair, vous avez en gros une armée clandestine chinoise qui stationne aux États-Unis en permanence, via des étudiants qui sont capables de faire du renseignement, qui sont capables de faire des actions de sabotage, de la collecte de renseignements. Ils sont capables aussi de compromettre des membres du Congrès, comme c'est déjà arrivé dans beaucoup de cas, où par exemple vous aviez concrètement des jeunes assistantes chinoises qui séduisaient des membres du Congrès et se faisaient recruter et devenaient les maîtresses. Et après, le membre du Congrès, de manière assez prévisible, avait du coup tout de suite une vision plus attentive et bienveillante vis-à-vis de la politique américaine à l'égard de la Chine. Il devenait mystérieusement pro-chinois. D'accord ? Vous avez également une présence très inquiétante en termes de puissance des cartels mexicains et colombiens sur le territoire national américain. Concrètement, vous avez des gouverneurs, par exemple au Nouveau-Mexique, la zone Arizona-Nouveau-Mexique, qui sont achetés par les cartels mexicains et donc qui avec une sécurisation de la frontière américaine-Mexique qui est complètement défaillante. Et donc une invasion qui commence déjà à cette période-là. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes de la situation aux États-Unis au moment où Trump se présente. Donc le premier débat télévisé de la primaire républicaine qui a lieu en février 2016, Trump va être opposé aux prétendants à la candidature. Donc les républicains doivent sélectionner un candidat. Et il va être interpellé par Jeb Bush, donc le frère de George W. Bush, qui est candidat aussi à la candidature, dans le cadre de cette primaire. Et il va s'adresser à Trump et il va lui dire qui Trump va te soutenir dans cette candidature. Et Trump va répondre 2 points qui vont être évidemment éludés par les médias occidentaux. Le premier point, qui est un peu prévisible, il va dire, voilà, les Américains qui en ont assez d'être dirigés par une classe politique complètement corrompue vont me soutenir. Cette classe politique corrompue est incarnée par ta famille, la famille Bush. Et deuxièmement, ça c'est le point le plus important, je vais être soutenu par 200 généraux de l'armée américaine. Donc face caméra, Trump annonce la couleur. Il fait officiellement une déclaration où il dit être le candidat de l'armée américaine. Quelques mois après, donc en novembre 2016, Hillary Clinton doit remporter l'élection. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans toute la presse occidentale, vous avez une couverture intégralement pro-Hillary Clinton. Vous avez en permanence des rires dès lors qu'on évoque Trump, qui est présenté comme un clown déséquilibré, alors que c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant, et c'est un génie des affaires, comme vous le savez. Et donc, novembre 2016, Hillary Clinton est assurée de gagner. Pourquoi ? Parce qu'en plus de cette couverture complètement pro-démocrate, vous avez en plus un système avec 2 composantes qui va être reproduit après aux élections de 2018 de mi-mandat et surtout à l'élection de 2020. Vous avez un système de fraude massive composé de cyberattaques sur les machines de vote Dominion et du bourrage d'urnes en version papier, avec des bulletins de vote qui sont en fait imprimés en Chine, qui sont aussi des faux bulletins de vote, qui sont imprimés en Chine, qui sont après acheminés par les cartels mexicains en lien avec la partie communiste chinois et les services chinois, pour après inonder les localités notoirement démocrates pour permettre à Hillary Clinton d'arriver en tête du suffrage.
Sauf que les démocrates n'avaient pas prévu que la NSA, qui est toujours à ce moment-là commandée par l'amiral Rogers, va intercepter le hacking des machines de vote américaines, Dominion, et l'amiral Rogers et ses services vont faire passer le message en disant de deux choses l'une, soit vous reconnaissez la victoire du vainqueur légitime Donald Trump, soit on révèle que vous avez fraudé dans le cadre de cette élection. Donc bon gré mal gré, à la surprise générale, Trump est élu 45e président des États-Unis. Sa cérémonie d'investiture qui va avoir lieu de mémoire le 20 janvier 2017 est particulièrement intéressante à analyser puisque il va se présenter entouré d'officiers de l'armée américaine. Donc derrière lui, vous avez une douzaine ou une quinzaine d'officiers de l'armée américaine. Et au premier rang, donc à sa droite, vous avez un officier de renseignement américain et à sa gauche, vous avez un juge militaire. D'accord ? Considérant, je le rappelle, que la justice militaire est indépendante de la justice civile via le Justice Military Act de 2016. Donc vous avez une claire séparation entre les tribunaux civils et les tribunaux militaires. Ça sous-entend que si l'armée américaine décide que la patrie est en danger, elle est capable, légalement, de juger les traîtres pour, par exemple, des crimes de haute trahison. Ça, c'est un point qui est très important à établir. Donc, cette cérémonie d'investiture, donc, Trump va envoyer des messages via son discours où il dit qu'il va en fait transférer le pouvoir politique au peuple américain. Et vous avez surtout des visuels, des optiques militaires qui présentent en fait le programme officieux de Donald Trump. C'est-à-dire, je vais m'appuyer sur le lance militaire américain, c'est-à-dire la NSA, pour collecter des preuves à charge, pour ensuite traduire les criminels via des tribunaux militaires. En fait, il annonce clairement la couleur via cette optique militaire. D'autant plus qu'en décembre 2017, donc quelques mois après, il va publier un executive order. Alors, un executive order, c'est un ordre automatique qui rentre en fonction immédiatement. Et il va publier l'executive order IO 13818. Alors, ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Vous tapez EO 13818 qui parle de la lutte contre tout ce qui est abus ou atteinte aux personnes, c'est-à-dire bloquer les avoirs des gens qui sont notoirement impliqués dans tout ce qui est mauvais traitement, traite humaine, abus divers touchant des personnes. C'est pour ça qu'après on va avoir toute une série de gens qui vont vendre leurs propriétés. En fait, leurs propriétés vont être confisquées. Vous avez notamment à Hollywood un nombre incroyable de stars qui vont vendre, qui vont perdre leur maison. Et vous allez avoir toute une série de dirigeants de grandes entreprises qui vont démissionner. D'accord ? Donc là, c'est important de noter ces executive orders. Donc le premier qui est vraiment notable, je répète, il est publié, mis en ligne le 20 décembre 2017. C'est l'executive order numéro 13818. Après cet executive order, il y a un deuxième executive order qui est magistral, qui va être publié donc le 12 septembre 2018, soit 2 mois avant les élections de mi-mandat, et qui va lui faire référence à le risque d'interférence dans le cadre d'une élection présidentielle américaine, des interférences étrangères, nationales mais aussi étrangères, en pointant une timeline qui est mentionnée dans l'executive order qui désigne très précisément l'élection du 3 novembre 2020. Entre 2017 et 2018, entre l'élection de Trump et les élections de mi-mandat, vous avez toute une série de mesures qui visent à cibler Trump pour essayer de le destituer. C'est-à-dire qu'en fait, les démocrates ont accepté que Trump
prennent la fonction de président en se disant, de toute façon, on va le renverser, on va le destituer via des dossiers dont le plus connu est le dossier Steele, qui a été monté assez maladroitement par un officier du MI6. Donc le MI6, c'est l'équivalent de la CIA, mais au Royaume-Uni. L'équivalent, c'est les renseignements extérieurs britanniques. Donc un officier du MI6 qui va constituer un dossier qui vise à faire croire que Trump, en gros, est un agent russe qui a reçu de l'argent sur une banque qui s'appelle Alpha Bank, en s'appuyant sur des renseignements collectés par un Russe d'origine ukrainienne qui s'appelle Igor Danchenko. Le dossier est très mal monté. Il va être validé en fait par la CIA et le FBI pour des raisons politiques, puisque la CIA et le FBI sont des ennemis de Trump, puisque Trump est un faiseur de paix. D'ailleurs, sur ses premiers 4 ans, il n'y a eu aucune guerre de déclenchée. D'une part, c'est un faiseur de paix. D'autre part, il n'est pas tenu par des casseroles. Il est autonome financièrement et donc il est incorruptible. On ne le tient pas. Donc c'est pour ça que c'est devenu au fil du temps un ennemi du FBI et de la CIA qui ont en fait tout fait pour essayer de l'abattre. Alors d'abord via des procédures légales. Et puis, comme vous le savez, il y a quelques semaines, il y a eu une tentative d'assassinat, qui n'était pas la première. Donc, l'Executive Order 13848, qui est mise en ligne donc, le 12 septembre 2018, vise à cadrer l'ensemble des procédures qu'il faudra adopter si on décèle, on détecte des interférences étrangères en lien avec des puissances étrangères. Pour être précis, ça couvre en fait l'action potentiel de services étrangers pour essayer de prendre le pouvoir aux États-Unis et les relais éventuels que ces services étrangers pourraient avoir sur le territoire américain, en s'appuyant par exemple sur le big tech. Comme vous le savez, Facebook est capable de vous identifier politiquement, c'est-à-dire que dans le cadre de l'élection présidentielle américaine, ils sont capables de savoir si vous votez républicain, si vous votez démocrate ou si vous êtes indécis. Et si vous êtes indécis, ils vont vous cibler en vous bombardant d'informations pour essayer de vous faire basculer dans le camp démocrate. Donc là, on a clairement une interférence. Et quand on connaît les liens de Facebook avec la CIA, puisque Facebook est une création de DARPA, donc qui est un organisme de la CIA, et les liens qu'ont établis depuis longtemps la CIA avec le Parti communiste chinois. Donc là, vous avez clairement, ne serait-ce qu'avec Facebook, une interférence en lien avec des puissances étrangères. D'accord ? Donc cet executive order qui est mis en ligne 2 mois avant les élections de mi-mandat ne vise pas en fait les élections de mi-mandat et vise l'élection du 3 novembre 2020, clairement. Les élections de mi-mandat, c'est un coup de génie de Trump. Il va volontairement se laisser battre. Pourquoi ? Parce qu'il souhaite que les démocrates prennent confiance et reproduisent le schéma de fraude qu'ils avaient préparé pour ces élections de mi-mandat en 2018, qu'ils l'appliquent aux élections du 3 novembre 2020. D'accord ? Donc 2019, vous avez l'arrestation d'Epstein. Ça, c'est très important puisque je sais qu'au niveau de la France, beaucoup de gens ne perçoivent pas l'ampleur de l'impact géopolitique de cette arrestation. Le réseau Epstein, en fait, en clair, c'était un réseau qui était monté en lien avec Ehud Barak, donc chef des services israéliens, cadre historique, qui s'est rendu sur l'île d'Epstein, et également avec l'associé de Jeffrey Epstein, qui s'appelle Ghislaine Maxwell, et qui, elle, est la fille de Robert Maxwell, qui était un magnat de la presse britannique, qui était historiquement un cadre du Mossad, d'ailleurs qui a été liquidé par le Mossad parce qu'il en savait trop sur le Mossad. Vous avez l'histoire du Mossad, par exemple, il est clairement référencé comme un agent qui a rendu pendant toute sa vie des très importants services à Israël. Donc le réseau Epstein était un réseau qui permettait de corrompre les gens les plus puissants aux États-Unis, mais pas uniquement. Vous avez aussi des ramifications en Europe, notamment en France,
puisque Epstein avait un associé français qui était à la fois recruteur et qui proposait de très jeunes filles et même malheureusement des enfants pour compromettre la classe politique française. Avec en toile de fond, comme vous le savez, l'équivalent de l'île d'Epstein, malheureusement pour la classe politique française, ça a été le Maroc, où vous avez beaucoup d'hommes politiques qui ont été piégés, entre guillemets, dans ce cadre-là, au Maroc. Donc l'arrestation d'Epstein, elle est déterminante. Le témoin central et celui qui a donné tous les renseignements sur Epstein, c'est Trump. Trump l'avait côtoyé 20 ans avant. Il avait identifié que c'était à la fois un pervers et puis quelqu'un d'assez diabolique. Et c'est lui qui est à l'origine de son arrestation, très clairement. C'est Trump également qui est à l'origine de la destruction de l'État islamique. C'est-à-dire que l'État islamique, comme l'a déclaré par exemple le général Wesley Clark, est une création des services occidentaux et de leurs alliés, qui visaient en fait à détruire le Hezbollah d'une part et puis à prendre le pouvoir en Syrie. Donc quand Trump arrive au pouvoir, donc en janvier 2017, ce qu'il fait, c'est qu'il délègue complètement l'autorité militaire aux chefs tactiques américains des forces spéciales qui sont déployés en Syrie et qui vont en très peu de mois marquer tout de suite des points contre l'État islamique et en collaboration notamment avec les forces russes. Et ils vont débarrasser Bachar de l'essentiel de la menace djihadiste en Syrie durant cette période. Donc quand on aborde l'année 2020 qui a été très dense en termes d'événements, il faut évidemment commencer l'année avec l'épidémie de Covid-19, qui est militairement parlant une attaque biologique, qui est lancée avec essentiellement deux objectifs au niveau américain. Là, je ne vais pas aborder les objectifs, les autres objectifs de l'épidémie, de la pandémie Covid-19, parce que là, je ne peux pas aborder tous les sujets en même temps, c'est des sujets très denses. Mais aux États-Unis, l'attaque biologique a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de casser la dynamique économique de Donald Trump avec son bilan économique éblouissant, puisque, comme vous le savez, Trump est un génie des affaires. Et le deuxième objectif, c'est de favoriser le vote par correspondance lors de l'élection du 3 novembre 2020, en favorisant le bourrage d'urne. Puisque les Américains vont avoir tendance à rester à domicile à cause de l'épidémie, et vous allez avoir des ramassages de bulletins qui vont être après détruits, alors que les démocrates ignorent à ce moment-là que tous les bulletins de vote ont fait l'objet d'un marquage qui permet de les tracer par satellite. Donc d'avoir toutes les preuves, de collecter toutes les preuves techniques pour démontrer la fraude qui est en train de se dérouler dans la nuit du 3 novembre 2020. Mais on n'en est pas encore là. Donc début 2020, vous avez le lancement d'une attaque biologique, Covid-19. Pour répondre à cette menace, Donald Trump va promulguer une nouvelle fois un executive order. Alors là, c'est un executive order qui est extrêmement intéressant à analyser, puisqu'elle nous donne des clés très objectives, vérifiables et même incontestables pour prouver juridiquement que le président américain, Trump, est actuellement commandant en chef des armées américaines. C'est-à-dire concrètement, l'executive order numéro 13912, qui est mis en ligne le 27 mars, déclare un état d'alerte nationale, National Emergency, qui correspond à un état de guerre en fait. Et dans la foulée, il va publier un deuxième executive order où il va mobiliser les réserves militaires américaines en mobilisant 1 million d'hommes, et il va actionner la garde nationale. Or, ces différents executive orders
ne peuvent être adoptés que par un président américain qui utilise ses war powers. Donc ces pouvoirs qui lui sont conférés en état de guerre. Donc ça acte le fait qu'à ce moment-là, les États-Unis sont en état de guerre. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, le président qui décide de cet état de guerre ne peut être que celui qui clôture et qui lève cet état de guerre. Et comme ces différents executive orders n'ont pas été clôturés ou annulés depuis cette date, on peut légitimement dire, voilà, les États-Unis aujourd'hui sont en état de guerre, et en fait, on a beaucoup d'éléments objectifs pour accréditer cette affirmation. Par exemple, je vais prendre uniquement l'activité des gardes-côtes américains, qui aujourd'hui, vous pouvez les suivre sur les logiciels de tracking nautique, puisque vous avez des logiciels de tracking aérien, mais vous avez aussi des logiciels de tracking nautique. Les unités de garde-côte, donc les bateaux des garde-côtes, aujourd'hui, quittent les bases de la Navy, donc de la Marine nationale américaine, le matin, et le soir, ils réintègrent les bases de la Navy. C'est-à-dire qu'en état de paix, les garde-côtes dépendent du Homeland Security. Et en état de guerre, ils dépendent de la Navy. Donc c'est une preuve supplémentaire qui prouve qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en état de guerre. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, Donald Trump a répété, à partir de mars 2020, qu'il était un wartime president, donc un président en période de guerre. Sans évidemment évoquer trop les clauses confidentielles traitant des activités militaires. Hein. Tout ce que je vous présente ce soir, en fait, ce sont des choses que vous avez sous les yeux, en fait, que tout le monde a sous les yeux. Ce n'est pas des informations classifiées. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on a 20% des informations qui sont disponibles pour les gens qui sont un peu passionnés comme moi, à la fois de géopolitique, de questions militaires ou d'histoire militaire. Tout ça, ce sont des éléments qui sont sourcés, disponibles sur le net. Vous voyez, tous les executive orders que j'ai cités sont disponibles. Alors, certes, il y a des clauses qui sont confidentielles et qui ne sont pas consultables, évidemment, mais vous avez l'ensemble de ce cadre juridique et historique qui est vérifiable. Ça, c'est important parce que trop souvent, dans les conversations qu'on peut avoir, on a des fois du mal à convaincre l'interlocuteur si on n'est pas capable de citer ce cadre juridique très, très précis. La personne va un peu esquiver, ou comme ça ne va pas matcher avec des éléments qu'il a lui-même pour vérifier ce que vous lui affirmez, il va avoir tendance à rejeter ce type d'information. Donc on arrive là à la période qui est très intéressante de la nuit du 3 novembre 2020. Alors, la nuit du 3 novembre 2020, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à l'avoir suivi en direct. Je rappelle un peu le cadre général. Début de soirée, Donald Trump est largement en tête. Tout le monde, toutes les estimations le mettent largement en tête par rapport à Biden. Et en fin de soirée, vous avez une interruption du vote dans ce qu'on appelle les 5 États clés, donc les 5 swing states, avec des motifs complètement bidons, avec un État qui va dire « Ah, là, on a eu un dégât des eaux, donc on est obligé de faire une pause dans le vote ». Un autre État qui dit « Ah, il y a eu un problème au niveau des procédures qui n'ont pas été respectées, on doit faire une pause ». En fait, la pause doit permettre le hacking et la fraude, si bien qu'en milieu de nuit, c'est Biden qui apparaît comme étant le vainqueur de l'élection présidentielle. D'accord ? Et là, à ce moment-là, on va avoir une période de transition parfaitement atypique qui va s'ouvrir. Pourquoi elle est atypique ? Puisque l'élection et donc la défaite, ce qui doit être la défaite de Trump officielle, est succédée par une nomination qui est très importante à intégrer, une nomination d'un ancien officier des forces spéciales américaines qui s'appelle Christopher Miller, qui va être nommé secrétaire d'État à la Défense. Christopher Miller, qui est un ancien officier des Bérets Verts, qui a fait l'Irak, l'Afghanistan,
plusieurs mandats, qui est très apprécié dans le milieu des forces spéciales, et qui va prendre la parole quelques jours plus tard à Fort Bragg, donc Fort Bragg étant le QG des forces spéciales américaines. Et là, il va prononcer un discours qui est très surprenant, puisqu'il va annoncer qu'il prend le commandement de l'ensemble des forces spéciales américaines, alors qu'il est secrétaire d'État à la Défense. Normalement, un secrétaire d'État à la Défense n'a pas de fonction opérationnelle. Il ne peut pas prendre le commandement des forces spéciales. C'est complètement atypique. Là, il prononce un discours à Fort Bragg, il annonce prendre le commandement, et ce que ça veut dire, en fait, ça veut dire qu'il va désarmer la CIA, puisqu'il y a des unités spéciales américaines qui sont à la disposition de la CIA. Là, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il prend les unités, il dépossède la CIA de son bras armé. D'accord? Ça, c'est très important. Et le 7 décembre 2020, qui est l'anniversaire, la date anniversaire, comme vous le savez, de l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, vous avez un Executive Order numéro 13961 qui va être publié et qui, là, annonce clairement, quand vous le parcourez, quand vous avez un peu de background en termes historiques et juridiques de l'histoire américaine, cet Executive Order, en fait, annonce que les États-Unis appliquent, à compter de cet ordre immédiat, le programme de continuité du gouvernement. C'est-à-dire qu'en clair, ça évidemment, si ce n'est pas communiqué parce que c'est classifié, les États-Unis ont été l'objet de 2 actes de guerre, c'est-à-dire une attaque biologique Covid-19 et une attaque cyber durant l'élection du président américain. Donc, c'est-à-dire une attaque cyber lors d'une élection. En clair, ça veut dire que c'est un coup d'État en lien avec des puissances étrangères, puisque quand vous analysez le hacking, les courbes d'attaque du hacking, vous avez plusieurs services secrets. Alors, je vais citer de mémoire, vous avez les services chinois du Parti communiste chinois, vous avez les services italiens, les services britanniques, allemands. Bon, vous avez toute une coalition qui s'est liguée en fait contre Donald Trump. Donc après la mise en ligne de cet executive order, Christopher Miller, l'ancien officier des forces spéciales, va prononcer un discours devant Mike Pence, qui est à ce moment-là vice-président. Et là c'est pareil, il va prononcer une phrase qu'il faut absolument retenir. Il va dire Monsieur le vice-président, bravo pour votre leadership, vous avez vraiment été un exemple pour moi. Et après, il y a cette phrase, nous sommes en train de traverser l'opération de l'histoire américaine militaire la plus complexe. Une des opérations les plus complexes de l'histoire militaire américaine. C'est-à-dire plus complexe que le Vietnam, ou aussi complexe. Plus complexe ou aussi complexe que le 6 juin 1944. Et là, on se dit, mais les gens qui n'ont pas suivi le film, ils se disent, mais de quoi il parle? Quelle est cette opération militaire complexe, la plus complexe à mener de l'histoire américaine? Voilà. C'est-à-dire que là, il annonce, suite à l'Executive Order numéro 13961, la prolongation des opérations militaires sur le sol national et à l'international, puisqu'on va voir après qu'en fait, cette reprise du pouvoir de l'armée américaine a également l'ambition de reprendre le pouvoir au niveau mondial. C'est-à-dire que moi, comme beaucoup, avant l'élection de 2020, j'étais focalisé sur cette affaire américaine en pensant que c'était vraiment une affaire nationale américaine, avec certes des implications au niveau européen ou mondial, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait une coalition mondiale militaire qui s'était constituée et qui avait pour ambition de libérer le monde de la mafia politique et narco, et libérer le monde du mal, en gros, pour résumer de manière simple et compréhensible. Donc là, on est fin décembre, encore pendant la période de transition, fin décembre 2020, et on va aborder, alors là, un grand moment de l'histoire, l'investiture de Joe Biden. Alors, l'investiture de Joe Biden,
elle intervient donc le 20 janvier 2021. Quand on l'analyse, comme moi je peux le faire parce que je suis un ancien militaire, il y a plein de signes et d'optiques militaires qui traduisent le fait que c'est une fausse cérémonie. C'est-à-dire concrètement, une cérémonie d'investiture pour un président élu, c'est une cérémonie militaire américaine très cadrée, millimétrée. Or, durant cette journée-là, par exemple, les soldats, les militaires qui ont entouré Joe Biden n'étaient pas en tenue réglementaire. Hein, vous avez des militaires en uniforme qui sont de manière évidente pas en tenue réglementaire. Il y en a qui ne portent pas de cravate, d'autres qui ne portent pas de casquette, ils n'ont pas de grade sur leur tenue, certains n'ont même pas de décoration ou d'insigne d'unité. C'est vraiment des tenues de théâtre aux armées pour faire rire, quoi, côté bouffon. Également à remarquer, vous avez une musique militaire qui n'est pas celle qui doit être jouée pendant l'investiture. La musique militaire qui va être jouée pendant toute la journée en accompagnement des déplacements de Joe Biden, c'est une musique de cérémonie de funérailles militaires. Ensuite, l'heure de la prestation de serment est en violation du 20e amendement de la Constitution américaine. C'est-à-dire que le 20e amendement de la Constitution américaine définit qu'un président qui prend ses fonctions à midi et le quittant les quitte à 11h59 minutes 59 secondes. Or, ce jour-là, la prestation de serment a lieu à 11h47. Donc, cette cérémonie est inconstitutionnelle. Si on applique strictement la Constitution, qui est, je le rappelle, le texte qui a la plus grande autorité au niveau du cadre juridique américain. Il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Dès lors que vous avez une cérémonie ou une loi ou un projet de loi qui est anticonstitutionnel, il est inapplicable et il n'est pas valide. Donc vous avez un problème au niveau de l'heure de prestation de serment, vous avez un problème au niveau de la tenue des militaires, au niveau de la musique. Vous avez également le 3e régiment d'infanterie, dit la Old Guard, la vieille garde, qui doit normalement, à partir du moment où Biden ou le nouveau président pose la main sur la Bible et prononce la phrase « Que Dieu m'aide dans ma nouvelle fonction », Zoel Megod, normalement, le 3e régiment doit tirer 21 coups de canon. Là, il n'y a pas eu 21 coups de canon de tirés. On a juste eu des coups de canon quand Biden s'est présenté au cimetière d'Arlington pour une cérémonie. Donc en fait, les optiques militaires veulent que vous avez en fait assisté à une cérémonie de funérailles. D'autant plus qu'à ce moment-là, et ça c'est vérifiable sur Internet en open source, hein, vous pouvez retrouver les articles des journaux américains, à ce moment-là, Biden n'arrive pas avec Air Force One, il arrive avec un avion qui est loué pour lui, et c'est Trump qui repart avec Air Force One après midi. Donc, s'il repart après l'heure où normalement il doit quitter ses fonctions avec Air Force One, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il n'était pas présent, il n'a pas assisté à la cérémonie d'investiture de Biden, alors que normalement, le président quittant doit être présent. Pourquoi? Parce qu'il doit transmettre au nouveau président les codes nucléaires. Donc, il n'y a pas une transmission des codes nucléaires. Et en plus, il quitte Washington à bord d'Air Force One pour se rendre et se poser sur la base Andrews, qui est une base militaire américaine. Où là, c'est lui qui va être en fait investi, qui va recevoir la cérémonie d'investiture. D'accord? Donc, déjà, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette première tranche, je vais dire? Alors, merci beaucoup, Frédéric. C'est très dense en informations, très instructif. J'ai pris plein de notes. Ah bah super. Et, et je te félicite, je t'en remercie. Vraiment, ça. Non, je t'en prie. C'est un cadeau que tu nous fais, en fait. C'est un cadeau, ce résumé très bien dit. En fait, tu perds pas de temps en fioritures et tout. Voilà, c'est parfait. Avec Bravo, plaisir. félicitations. Avec plaisir. Et puis, je sais pas, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Et puis, je sais pas comment tu veux continuer le format. Est-ce que
Ça te va de continuer à reprendre le micro un long moment ou tu voudrais avoir des intervenants à l'oral Alors, juste, ou plus tard? peut-être prendre. Non, non, mais peut-être qu'on peut laisser Oui, une quelques secondes pour. interaction à l'écrit, ouais. Que les gens Si puissent quelqu'un, ouais, poser leurs questions, oui, d'accord. peut-être a des remarques, laisser peut-être des questions arriver. Je sais que c'est assez dense. J'ai pris des notes, il y a plein de passages très croustillants, très Ouais, intéressants, ah notamment bah super. le passage avec Miller Ah ouais, 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 qui ça dit c'est. ces fameuses phrases très explicites. Voilà, ouais, Nous sommes ça c'est en train excellent. de traverser l'opération Voilà, militaire la plus complexe de l'histoire US. voilà, C'est exactement. dingue. Ça, je l'ai, tout ça, en fait, ce qui peut être pas mal pour l'ensemble des personnes qui écoutent, vous avez mon mail sur mon profil TikTok et si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un document avec tous les liens, les références, avec les vidéos sur YouTube. Comme ça permet aussi de vérifier euh, la validité des informations, quoi. Ouais, et d'aller voir, de s'imprégner des vidéos, des prises de Voilà, parole. ouais, exactement. Parce que c'est autre chose que de se l'entendre dire. Quand on fait Voilà, l'expérience de voir un officiel dire des phrases comme ça, et on voit voilà, l'absence de exactement. réaction en face, on comprend Alors, à qu'on est savoir, dans des situations exceptionnelles. exactement. À savoir, je laisse un peu le temps aux personnes pour réfléchir peut-être à d'éventuelles questions, que lundi dernier, vous avez eu une cérémonie à Arlington en honneur des soldats américains qui avaient été tués pendant le retrait des forces américaines d'Afghanistan. Et c'était Trump qui était présent et qui a reçu les honneurs militaires. Donc, il n'y a qu'un président en exercice, il n'y a qu'un commandant en chef qui peut recevoir ce type de cérémonie, d'être présent sur ce type de cérémonie. De même, vous avez, lors des déplacements de Donald Trump, vous avez Trump Air Force One qui est fréquemment accompagné d'avions de chasse de l'armée américaine. Vous avez également, lors des déplacements de Trump, des équipes de protection qui sont composées de plusieurs équipes. Avec en premier cercle, vous avez un Secret Service, un cordon Secret Service avec une cinquantaine de personnes. Et en deuxième cercle, vous avez des unités avec des armes longues, donc avec par exemple des M4, des fusils d'assaut, qui appartiennent soit à la SWAT Team ou à des unités plus confidentielles, comme la Delta ou les SEALs. Et vous avez un cortège à chaque fois qui représente 50 véhicules, avec des véhicules blindés. Et parfois, vous avez en plus des cortèges de motards de la police. Donc des fois, vous avez 50 véhicules et 45 motards. Donc c'est des dispositifs qui sont ceux d'un président en exercice. C'est pas un président qui est à la retraite. Ça, c'est visuellement, c'est incontestable. Alors, quelles sont les perspectives et les développements les plus probables dans les mois à venir? C'est une question Alors, de Senzo. ouais, Euh, Quant à cette alors, situation américaine, ouais. en fait, la suite de la question. Perspectives et développement dans les mois à venir pour la situation américaine. Alors, là, vous avez eu un été qui a été extrêmement dense, puisque vous avez eu une tentative d'assassinat qui a été un basculement de beaucoup d'indécis qui ont rallié Trump, puisque Trump, visuellement, a repris les codes. Euh, vous avez eu quand il avait levé le bras avec l'agent du Secret Service qui est collé à lui, visuellement, c'est la reprise d'Iwo Jima. C'est la photo d'Iwo Jima et c'est une référence aussi un peu à Rocky. Donc il joue visuellement sur les mythes, les grands mythes en termes de narrative américain. Deuxième événement de taille cet été, le ralliement d'un Kennedy, Robert Kennedy Jr., qui est parfaitement, qui va aussi renforcer son potentiel électoral de manière spectaculaire, puisque là, il emmène toute une partie du Parti démocrate qui était moribond déjà, avec Kamala et puis Biden, Kamala ou avec Walz. Ils étaient absolument pas crédibles. Leur meeting, il n'y a personne. En fait, objectivement, il n'y a personne dans les meetings démocrates.
Donc les perspectives, comme je disais, la deadline, c'est donc le 8 novembre prochain, avec un plan qui, comme je l'ai souvent répété, c'est pas un plan qui est linéaire, c'est-à-dire c'est un plan avec plusieurs options en fonction de ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce que les démocrates aujourd'hui ont encore la capacité, par exemple, de changer de candidat? Est-ce qu'ils ont la capacité de remplacer, par exemple, Kamala Harris par Michelle Obama? Est-ce qu'ils ont la capacité de mener d'autres tentatives d'assassinat sur le candidat républicain? Et surtout, il y a une épée de Damoclès qui pèse en fait sur ce scrutin du 8 novembre. C'est la décision de la Cour suprême dans le cas Branson Case, c'est-à-dire c'est un recours qui a été déposé par deux frères pour invalider l'élection du 3 novembre 2020 au motif des fraudes massives. Et en fait, la Cour suprême, qui est dirigée par un pro-Trump, n'a pas encore tranché. Donc là, on peut avoir, dans les semaines qui viennent, soit une décision de la Cour suprême qui va dire, voilà, en fait, l'élection du 3 novembre 2020 a été entachée de fraude massive, donc elle est invalide, et ça veut dire que Trump est réinstallé officiellement comme, au niveau des yeux du public américain comme étant le président, le sitting president, c'est-à-dire le président en exercice. Soit il n'y a pas de décision de la Cour suprême et on va à l'élection du 8 novembre. Et en fait, objectivement, l'ensemble de l'Amérique aujourd'hui est républicaine. C'est-à-dire qu'il est impossible qu'un candidat démocrate aujourd'hui, là vous avez des enquêtes d'opinion qui sont de manière écrasante favorables à Trump. Et on ne voit pas comment les démocrates pourraient s'attribuer la victoire dans un contexte général de cet ordre-là, quoi. Sachant que c'est important d'avoir à l'esprit que le plan en fait qui a été mis en place à partir de 2016-2017 l'a été en fait en coordination parfaite avec Vladimir Poutine et Xi Jinping. C'est-à-dire que Xi Jinping faisait face au Parti communiste chinois chez lui, qu'il a démantelé en arrêtant Hu Jintao en plein congrès du Parti communiste. Et Poutine a également dû faire le ménage depuis qu'il est arrivé pour détruire l'opposition qui était sponsorisée par des gens comme Soros ou Klaus Schwab. Et l'intervention en Ukraine, les événements également en Israël, tout ça a été planifié dans ce plan. Et c'est pour ça qu'on a eu l'impression des fois que l'armée russe n'avançait pas ou on ne comprenait pas pourquoi une armée aussi puissante n'aille pas plus vite en Ukraine. C'est parce qu'en fait, on a un agenda mondial coordonné, appliqué par les trois grandes puissances pour démanteler les réseaux mondialistes, globalistes, proches à la fois de Davos, de l'Union européenne, des grandes structures comme le Fonds monétaire international, l'ONU, la Banque mondiale, toutes des structures mondialistes, quoi. Ça, c'est un démantèlement qui est en cours. Super, merci pour ta réponse, Christophe. Je n'ai pas d'autres questions. Pardon, Frédéric, désolé. Je t'en prie. Je n'ai pas d'autres questions, donc si tu veux continuer à dérouler, je t'en prie. Bah, à ce moment-là, je vais revenir, parce que ça nous intéresse, nous, en tant que Français, directement. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais revenir sur le raid du FBI qui a eu lieu donc le 8 août 2022 sur la résidence principale de Donald Trump à Mar-a-Lago, donc en Floride. Sachant que Mar-a-Lago, c'est pareil, c'est très intéressant. Vous avez la Fédération de l'aviation américaine qui a décrété une no-fly zone, une exclusion aérienne au-dessus de Mar-a-Lago, de la résidence de Trump. Normalement, ce type d'exclusion aérienne, donc ça mobilise des gros moyens, puisque à partir du moment où tu détermines une zone d'exclusion, ça veut dire que tu as des capacités aériennes d'intercepter les contrevenants avec des avions de chasse. Ce type d'exclusion aérienne, elle n'est mise en place qu'au-dessus de la Maison-Blanche. Donc, ça veut dire que, ça c'est pareil, c'est consultable sur le site de la FAA,
À partir du moment où tu as une maison avec un président américain, avec une zone d'exclusion aérienne autour, tu peux conclure que Mar-a-Lago est la nouvelle Maison Blanche. Dans les faits, c'est pas une hypothèse de une théorie, c'est objectif. D'autant plus que la Maison Blanche aux États-Unis, à Washington, pardon, est complètement vide depuis 2020. Il n'y a plus d'activité là-bas. Donc le raid du FBI qui se déroule le 8 août 2022 est lancé par le FBI au prétexte que Trump aurait gardé, en quittant officiellement la Maison-Blanche, aurait gardé avec lui des documents classifiés, avec des mentions de classification. En fait, cette histoire, c'est encore un coup de génie de Donald Trump, puisqu'en fait, il avait dans son entourage direct, dans son état-major, il avait gardé des branches pourries, c'est-à-dire qu'il avait gardé des gens dont il savait que c'était des traîtres. C'était des gens qui travaillaient à la fois pour le FBI et qui travaillaient pour le clan démocrate avec le grande famille Obama, Biden et Clinton. Il les a gardés volontairement pour faire fuiter des fausses informations et il a ainsi fait fuiter l'information disant qu'il avait des gros dossiers très intéressants, classifiés, d'emporter chez lui à Mar-a-Lago, quand il a quitté officiellement la Maison-Blanche. En fait, il a provoqué lui-même le raid du FBI parce que ça lui permettait d'introduire légalement des éléments à charge et dévastateurs pour l'équipe d'en face, notamment sur le 11 septembre, notamment sur l'assassinat de Kennedy, le Covid, sur également la création des groupes terroristes. Tout ça, il avait des gros dossiers constitués notamment avec du renseignement militaire américain qui étaient stockés chez lui. Donc en fait, il a forcé le FBI, à l'insu du FBI, à les saisir de manière à ce qu'ils rentrent dans la chaîne juridique américaine de manière officielle. Tu vois, et dans ces dossiers, ce qui nous intéresse, nous, Français, c'est que tu as un dossier sur la sexualité de Macron, d'Emmanuel Macron. Et quand il en a fait état, donc je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain du raid du 8 août, Trump a dit, voilà, j'ai un dossier sur la sexualité de Macron. Et quelques jours après, tu as la presse considérée comme pro-Poutine à Moscou, qui a sorti les éléments de l'enquête de faits et documents qui démontrent en fait que Brigitte Macron est un homme. Donc ça prouve encore le niveau de coordination entre Poutine et Trump pour déstabiliser un ennemi commun. C'est-à-dire Macron qui incarne la famille, la maison Rothschild. Je rappelle que les avoirs des Rothschild, depuis 1 an, ont été complètement mis en vente. C'est-à-dire que la maison Rothschild a été complètement décapitée. Sans parler des morts très suspects qu'il y a eu. Il y a des gens qui sont décédés, il y a eu un enchaînement de gens de très très haut niveau qui sont décédés, comme Jacob Rothschild qui est mort, Kissinger qui est mort, la reine d'Angleterre qui est morte. Enfin, il y a eu un enchaînement, sans parler de John McCain, George Bush père, qui était présent à Dallas le jour de l'assassinat de Kennedy. C'est pour ça que l'arrivée de Kennedy, de Robert Kennedy Jr. En position en fait de vice-président, en fait, parce que là on a encore Vance qui est vice-président, mais de fait au niveau de l'applaudimètre, tout le monde a compris que c'était Robert Kennedy Jr. Il faut savoir que Robert Kennedy Jr., quand Trump a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, a appelé Trump pour demander de ses nouvelles. Trump lui a répondu un truc qui est super intéressant. Il lui a dit, voilà, dès que je vais être établi, je vais lancer le projet de la constitution d'une commission qui va être chargée d'enquêter sur les tentatives et les meurtres des présidents en exercice. Et tout le monde a compris qu'en fait, ce serait Robert Kennedy Jr. qui allait présider cette commission. Donc imaginez l'état d'esprit des gens qui ont participé à l'assassinat de Kennedy père et qui ont participé à la tentative d'assassinat contre Trump, en sachant que c'est le neveu de John Kennedy, dont le père aussi avait été assassiné, puisque Robert Kennedy, le frère de John Kennedy, avait été également assassiné.
Donc en fait, tout ça pour dire que le principe du livre d'Esther que j'avais abordé lors du premier live, je crois, je rappelle pour ceux qui ne situent pas ce qu'est le livre d'Esther, c'est le 17e livre de la Bible qui raconte l'histoire d'un complot qui est éventé et qui se retourne en fait contre les comploteurs. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que le symbole Q et Quanon, en fait, au-delà de la référence aux 17 agences qui travaillent ensemble pour fournir du renseignement à Trump, le réseau Q, c'est un clin d'œil et au texte d'Esther dans la Bible, sachant qu'il faut absolument, pour bien appréhender cette période, avoir cette dimension spirituelle. Hein, il y a un truc incroyable là, qui est sorti, qui est hallucinant, puisque j'avais parlé en fait des codes alphanumériques dans le texte d'Esther. Le texte d'Esther, vous avez des codes avec des sommes numériques qui sont irreproductibles. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas réussir à écrire un texte aussi parfaitement au niveau texte et caractère alphanumérique. Comme vous savez, les lettres en hébreu ont une valeur numérique. Chaque lettre a une valeur numérique. Et quand vous lisez Esther, vous avez des séquences alphanumériques qui sont parfaites et irreproductibles. Et figurez-vous que la date, le temps qui sépare la date de naissance de Donald Trump et son arrivée au bureau ovale, c'est 70 ans, 7 mois et 7 jours. Et le temps qui sépare la naissance de Robert Kennedy Jr. et son ralliement, sa date de ralliement à Donald Trump, c'est 70 ans, 7 mois et 7 jours. Donc vous avez 777 qui sont associés et 777 étant en termes de la Bible, le code de la Bible, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que vous avez une sorte de bénédiction qui vient du plus haut niveau d'autorité, je vais dire, pour désigner Dieu, qui s'abat et qui bénit en fait cette alliance entre Trump et Kennedy. Excuse-moi, je te coupe. Il y a eu un prédicateur, il me semble en 2009, qui avait envisagé à l'époque que Trump et Robert Kennedy seraient ensemble pour sauver l'Amérique. Alors eh ben, je suis vachement content que tu en parles. Tu sais pourquoi? Parce que quand il a fait cette prédiction, devine où est-ce qu'il se trouvait. Il a fait cette prédiction en étant au mois d'août à Chicago. Et la réunion de Trump et Kennedy a eu lieu au mois d'août et à Chicago. C'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein, tu dis, il y a une perfection qui est incroyable, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on entend souvent dire c'est biblique. Oui, c'est biblique, voilà, exactement. Exactement. C'est à la fois monumental de par les moyens qui sont mobilisés au niveau militaire, puisque là, depuis le janvier 2021, vous avez 300 appareils de l'armée américaine en l'air H24 dans le ciel américain, en train de collecter du renseignement, en train de mener des opérations undercover. Et c'est pareil au niveau mondial. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard que vous avez eu la plus grosse saisie de 32 tonnes de cocaïne en Allemagne, qui est la plus grosse saisie historique en Europe, quelques jours après l'arrestation du chef de cartel mexicain de Sinaloa et du fils d'El Chapo. Donc vous avez vraiment un démantèlement en cours de toute la superstructure narco, en ayant toujours à l'idée qu'en fait le plus gros cartel au niveau historique et mondial, et en termes financiers, c'est la CIA. C'est pour ça que quand Trump fait la paix avec les talibans en février 2020 à Doha, il signe un accord de paix avec les talibans en février 2020, en fait, il détruit les budgets, ce qu'on appelle les Black Ops, donc les budgets confidentiels non validés par le Congrès de la CIA. Les budgets noirs de la CIA sont constitués d'en fait la culture du pavot et le trafic d'héroïne qui partait à partir de l'Afghanistan.
C'est pour ça que l'Afghanistan avait été convoité par la CIA, historiquement. Au-delà de casser la route de la soie entre la Chine et puis le Proche-Orient, par exemple, au-delà de gêner la Russie, puisque c'est l'arrière-cour des républiques russes. Vous avez le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, tout ça. Le problème central, c'était le contrôle des champs de pavots et donc de la production d'opium et d'héroïne en Afghanistan, qui était historiquement contrôlé par la CIA, via ses représentants. Hein, quelqu'un comme Hekmatyar, par exemple. Hekmatyar, c'est un chef de guerre afghan qui avait combattu notamment Massoud, de mémoire, avec l'appui des services pakistanais. Et tout ça, c'est sous contrôle, c'était à l'époque sous contrôle de la CIA. Donc en fait, Trump, en signant la paix avec les talibs, avait explosé les budgets confidentiels de la CIA avant de désarmer la CIA en donnant le commandement des forces spéciales américaines à Christopher Miller durant la période de transition. Et c'était en quelle année, pour qu'on se situe, s'il te plaît, Frédéric? L'accord avec les talibs? 2020, ouais. Ouais, février 2020. C'est en 2020. À Doha. Et c'est juste après qu'il nomme Miller. Alors, la nomination de Miller, c'est le 8 novembre 2020. C'est pendant la période de transition. C'est la semaine suivante de la défaite officielle du 3 novembre. Quoi. C'est pour ça que là, on comprend bien voilà, c'est très atypique, si tu veux. Quand tu perds une élection, normalement, tu as une période de transition pour donner un peu les clés du camion à l'administration suivante. Mais tu ne vas pas nommer des mecs des forces spéciales, tu vas pas faire des changements de commandement dans les unités spéciales et faire publier des executive orders le jour de la date anniversaire de Pearl Harbor pour dire qu'en fait, tu es en guerre, concrètement. Quoi. Ouais, la passation de pouvoir entre Trump et Biden, elle a été marquée par des hommes mis en place par Trump qui n'ont pas été démis par Biden. Alors que logiquement, il en aurait eu le pouvoir, mais bon, comme tu nous expliques très bien que c'était une fausse investiture, une fausse présidence de Biden, voilà, c'est exactement, il n'a pu que reconduire les ordres exécutifs de Trump et laisser tout le monde à Trump en place. Exactement. Ça, effectivement, c'est une nouvelle preuve que c'est bien Trump qui est au pouvoir, parce que l'executive order numéro 13848 qui a été mise en ligne donc le 12 septembre 2018, en fait, il ciblait très clairement les démocrates. C'est-à-dire que si Biden était arrivé au pouvoir, c'était évident qu'il allait supprimer cet executive order. Il y a un autre élément qui est vachement intéressant, c'est la position du général Flynn. Alors, le général Flynn, pour faire un résumé de sa carrière, c'est quelqu'un qui était démocrate et qui a servi Obama avant de s'apercevoir qu'Obama était un des créateurs du terrorisme, notamment en Syrie. Et il a quitté l'administration Obama, il a rallié Trump, en plus en déclarant qu'il existait à Washington des réseaux pédocriminels de très haut niveau qui impliquaient l'ensemble de la classe politique américaine. Et il est devenu à ce moment-là conseiller de Donald Trump. Et lui, par exemple, il est devenu vraiment l'ennemi juré des démocrates qui ont essayé de le faire tomber en l'accusant justement d'être un agent de Poutine. Et ce mec-là, donc, qui était devenu l'ennemi des démocrates, il a un frère qui s'appelle Charles Flynn, qui est aussi un général de l'armée de terre américaine, et qui, lui, a été promu, alors tiens-toi bien, il a été promu commandant de l'armée de terre pour la zone Pacifique, donc face à la Chine, en juin 2021. Ça veut dire que c'est impossible, normalement, si c'était les démocrates qui étaient réellement au pouvoir à ce moment-là, c'était impossible qu'ils nomment le frère de leur pire ennemi à un poste aussi sensible, tu vois, puisque c'est la gestion militaire face au front chinois dans la zone Pacifique. Donc c'est un poste ultra sensible. Donc si ce mec-là a été nommé, Charles Flynn, général, frère de Michael Flynn, a été nommé en juin 2021 comme commandant de l'armée dans la zone Pacifique, ça veut dire, CQFD, que ce ne sont pas les démocrates qui sont au pouvoir à ce moment-là. C'est impossible. Encore des éléments. Tout à fait. Et puis, je repense à cet enquêteur spécial, John Durham. Ouais, tout à fait.
Exactement. Alors, John Durham, effectivement, je pense qu'il est en partie à l'origine des 495 000 actes d'accusation qui sont actuellement scellés et qui sont en train d'être décellés. C'est-à-dire que si vous allez sur le site, comme je disais l'autre jour, passeur.gov, c'est un site qui dépend du ministère de la Justice américain, vous avez accès aux actes d'accusation qui sont en train de s'accumuler au niveau du ministère de la Justice. Et à l'heure actuelle, vous avez un nombre phénoménal, puisque vous en avez 95 000 actes d'accusation, sachant que chaque acte d'accusation peut contenir 99 personnes. Ça donne une idée de l'ampleur des arrestations qui sont soit en cours, soit prévues pour alimenter les tribunaux militaires, notamment à Guantanamo ou à Diego Garcia, ou même en mer, puisque les tribunaux militaires ont lieu également sur les bateaux de la marine américaine, où vous avez des juges militaires issus de la Navy qui travaillent beaucoup. Alors, il y a un petit truc marrant, c'est que je me suis aperçu très récemment que Ron DeSantis, qui était le gouverneur de la Floride, qui avait été à un moment en opposition contre Trump pour se présenter à la candidature de la présidentielle de cette année. En fait, c'est un mec qui est issu de la Navy et c'est un mec issu de la justice militaire. C'est un juge militaire. Et en fait, ils ont organisé une fausse rivalité entre lui et Trump pour démasquer les pommes pourries dans leurs équipes. C'est-à-dire tous les mecs qui se sont mis à soutenir DeSantis contre Trump étaient des traîtres. Et en fait, DeSantis était secrètement allié à Trump. Et c'est un mec lui-même issu de l'armée. De même que Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, qui était une démocrate très à gauche dans le camp démocrate, en fait, c'est une taupe qui travaillait pour Trump et qui vient de se rallier à Trump et qui a aussi un passé militaire, qui est aussi issu du milieu militaire. Donc, ben, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Frédéric. Non, je t'en prie, avec plaisir. Avec grand plaisir. Je vois pas de questions dans le chat. Trump, véritable république sous puissance militaire. Enfin, je l'ai lu. Alors, il y a une remarque intéressante. Si Trump tient les rênes, comment expliquer le conflit autant en Russie? Alors, ça c'est une question qui est très intéressante. Donc, je vais me lancer sur ce sujet parce que c'est vraiment central, notamment pour nous, Européens. Le conflit en Ukraine, en fait, comme vous le savez, a débuté en 2014. Et l'intervention de l'armée russe, en fait, avait plusieurs objectifs. Alors, la presse occidentale a dit Poutine veut reconquérir l'Ukraine, ce qui est faux. Il a voulu protéger les minorités russophones, acter le rattachement de ces territoires russophones au territoire russe, mais surtout, avant tout et surtout, il a voulu s'emparer et contrôler les 50 laboratoires biologiques militaires qui avaient été installés par des sous-traitants du Pentagone, notamment avec les gens comme Obama quand il était sénateur, qui avaient été à l'origine de ces programmes-là. Les 50 laboratoires militaires installés en Ukraine représentaient une menace directe contre la Russie, puisque vous aviez des recherches qui étaient faites sur l'ADN russe pour essayer de trouver les virus les plus mortels pour lancer après des attaques biologiques sur le territoire russe avec des épandages utilisant des drones. Donc le premier objectif de Poutine dans les premiers mois de la guerre, c'était de s'emparer de ces laboratoires. Et en fait, comme c'est des laboratoires qui ont été construits dans la plus parfaite illégalité sur le plan à la fois en droit américain, puisque ce type de recherche sont interdits sur le territoire américain, mais aussi au regard des conventions internationales. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, les armes biologiques sont interdites au niveau international. Et donc,
la coordination qui a été établie sur ce dossier entre Trump et Poutine visait en fait à collecter des éléments à charge qui remontent en fait à toute l'oligarchie démocrate. C'est-à-dire, il faut avoir à l'esprit que les grandes familles démocrates sont impliquées directement dans toute la mafia ukrainienne. C'est-à-dire que le fils de Mitt Romney, le fils de Nancy Pelosi, le fils de Joe Biden, Hunter, sont à la tête de sociétés en Ukraine qui sont elles-mêmes associées à la fois au blanchiment d'argent. Hein, vous avez eu le scandale FTX qui a mis en lumière le fait que toute l'aide financière américaine qui arrivait à Kiev était convertie en crypto-monnaie et rétro-commissionnée dans les poches des membres du Congrès américain. C'est pour ça que vous avez eu quand il y a eu l'adoption de la dernière tranche financière américaine qui représentait je ne sais plus combien de millions de dollars, vous aviez tout le Congrès américain qui avait des petits drapeaux ukrainiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'aide était rétro-commissionnée dans leur poche. Et tous ces scandales-là, tout ça, c'est des éléments à charge pour les tribunaux militaires américains, mais les tribunaux militaires également russes. Donc en fait, le but recherché en Ukraine, c'était s'attaquer à la structure globaliste mafieuse mondiale en collectant des preuves, notamment sur les laboratoires, démontrer qu'il y avait eu des détournements massifs de l'aide américaine pour enrichir personnellement des membres du Congrès. Hein, c'est quand même énorme. Et un autre objectif, c'était casser l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN était historiquement un outil de l'État profond au niveau mondial pour mener des guerres qui étaient complètement illégales, auxquelles malheureusement j'ai participé. Mais le fait de faire durer le conflit en Ukraine a forcé les États européens et membres de l'OTAN à envoyer toutes leurs munitions, tous leurs moyens militaires, et en fait, de